Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dont je vais vous parler aujourd'hui d'un des plus grands chanteurs français, un des plus grands poètes français aussi. Vous le voyez ici, Georges Brassens. Georges Brassens est né il y a exactement 100 ans, en 1921, et il est mort il y a exactement 40 ans, en 1981. Je ne l'ai juste pas connu, il est mort juste avant ma naissance. Mais c'est quelqu'un que j'ai découvert assez jeune parce que mes parents l'écoutaient, mes parents étaient des grands fans. Et pendant longtemps, je l'écoutais comme ça, en l'entendant de loin, mais je ne le comprenais pas tellement bien en fait. C'est quelqu'un qui faisait partie de mon environnement, mais que j'avais du mal à vraiment apprécier. C'est un grand poète, c'est quelqu'un qui a mis en musique aussi de grands poètes. Il m'a fait découvrir de grands poètes. Un des plus grands fut François Villon du monde. Et donc, c'est quelqu'un qui allie énormément à la fois le texte et la musique. Il a mis en musique du texte. On dit souvent chez Brassens, le texte est premier. Ça ne veut pas dire que la musique n'a pas de sens chez lui, absolument pas. Mais c'est vraiment un artisan des mots. Quelqu'un qui a un goût de la littérature vraiment gigantesque. Alors moi, je suis aussi un littéraire. Je suis quelqu'un qui apprécie énormément la littérature. Je suis quelqu'un qui suis fort attaché au langage, au sens des mots, à l'histoire des mots, à travers les âges, puisque comment dire, je, je suis fort attaché à l'histoire des mots et donc d'où ils viennent, et très souvent ils viennent depuis l'Antiquité. Et donc c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Une autre chose qui m'intéresse aussi très fort chez Brassens, au-delà de la littérature en général, c'est que à l'intérieur de ses chansons, il y a énormément d'allusions, de reprises, de thèmes de l'Antiquité. On ne compte plus les chansons dans lesquelles il y a des allusions à Vénus, à Jupiter, à Zeus, c'est le même, mais à d'autres dieux, etc. C'est énorme. C'est énorme parce que... alors j'allais évidemment oublier Cupidon, parce que Brassens a fait énormément de chansons sur le thème de l'amour, et donc Cupidon est très présent aussi. Et donc voilà, ce sont toutes des raisons pour lesquelles Brassens m'est très cher, et pour le 100e anniversaire de sa naissance et le 40e anniversaire de sa mort, eh bien je voulais lui rendre un tout petit hommage, parce qu'évidemment, personne n'arrive à la cheville de ce très très grand monsieur. Alors pour parler un petit peu de lui, j'ai choisi une chanson qui est ultra connue et qui s'appelle Les copains d'abord. Les copains d'abord, c'est une chanson qui date des années 60, 1964 si je ne m'abuse, et qui définit Brassens de manière vraiment extraordinaire, parce que il y a c'est une chanson sur l'amitié en fait. Brassens c'est quelqu'un qui ne s'est jamais marié. Il y a d'ailleurs une chanson qui s'appelle La non-demande en mariage, qui laisse imaginer ce que Brassens pensait du sujet. Et donc, l'amitié, les copains, l'ambiance amicale dans sa vie, c'est quelque chose qui est vraiment très très important pour lui. En plus, dans cette chanson, il parle d'un bateau. Cette chanson est ce qu'on appelle une métaphore filée, c'est-à-dire une image qu'on fait défiler au fur et à mesure des couplets et qui parle en fait du bateau qu'il avait et des sorties en bateau qu'il faisait sur l'étang de Thau, dans la ville de Sète, là où il est né. Alors Sète, si on ne le sait pas, c'est dans le sud, près de Montpellier, donc un endroit où il fait en général assez beau. D'ailleurs, à la fin de sa vie, il fera une autre chanson qui s'intitule Supplique pour être enterré sur la plage de Sète. Et il sera effectivement enterré dans sa ville natale et pas à Paris.
Alors, cette chanson-là le définit très bien, cette amitié, cette ambiance d'amitié et cette image du bateau font vraiment que c'est une chanson qui parle vraiment de lui et de ce qu'il apprécie énormément dans sa vie. Il a greffé sur cette image du bateau toute une série de références culturelles. Dans chaque chapitre, il y a des références culturelles qu'il faut comprendre pour vraiment apprécier toute sa chanson. Et ça, c'est ce qui me rejoint moi. C'est pour ça que j'ai choisi cette chanson. Elle parle de lui, bien entendu, mais moi j'y suis sensible parce que c'est vraiment par cette chanson-là que toute la culture permet de comprendre de quoi Brassens parle. Et on voit là-dedans l'étendue de sa culture qui lui permet de traiter de sujets somme toute assez classiques comme l'amitié entre des copains qui se voient et qui s'amusent entre eux, avec tout un arrière-fond culturel qui est absolument saisissant. Et il faut vraiment le comprendre pour savourer, encore une fois, cette chanson extraordinaire. Le premier chapitre commence en évoquant le radeau de la Méduse. Alors le radeau de la Méduse, c'est quoi? C'est un tableau qui a été peint par un peintre Géricault. Il n'était pas très connu avant de faire ce tableau-là, mais c'est vraiment ce sujet-là qu'il a fait connaître. Il a consacré pas mal de temps à ce tableau. C'était un sujet très politique à l'époque parce que c'était un bateau, une frégate qui s'appelait la Méduse et qui a fait naufrage au large de la Mauritanie, c'est-à-dire les côtes ouest de l'Afrique. Et donc c'était apparemment à l'époque un sujet très politique. Géricault s'en est inspiré, il a fait un tableau sur le sujet et c'est la première image que Brassens prend pour évoquer le bateau de l'amitié dans laquelle il est parti avec ses amis. Et il dit non, ce n'était pas le radeau de la Méduse. Nous, ce qui nous intéressait, c'était le bateau sur lequel on allait dans notre étang, qu'il appelle la mare aux canards parce que c'est un grand étang, un très très grand étang, mais ce n'est pas non plus la mer. Nous, on se contentait de ça. On n'avait pas besoin d'aller partir faire des explorations au bout du monde. Non, on avait juste besoin de ça et d'être entre copains. Et c'est vraiment ça qui nous plaisait. Alors le tableau de Géricault, il est représenté avec deux pointes, il y a deux pyramides dans le tableau. Ce sont les deux pyramides de la vie. Le premier, c'est le mât, qu'on peut voir de loin. Et la deuxième pointe qu'on peut voir, c'est le bonhomme qui essaye d'attirer l'attention d'un autre bateau plus loin. Eh bien, ces deux pointes, ce sont les deux pointes de la vie. En fait, quand on est avec ses copains, quand on est dans l'amitié, quand on est dans un bateau qui part vers l'amitié, eh bien ça, c'est la vie. Et c'est ça que voulait Brassens. Le deuxième couplet, lui, commence vraiment par une phrase en latin. Fluctuat nec mergitur. Alors il le prononce à la française, évidemment, et pas comme il faudrait normalement le prononcer en latin, avec des U qui se prononcent OU. Tout simplement parce que ça permet évidemment de faire une rime avec la ligne suivante, le vers suivant, où il y a le mot littérature. Que le mot littérature soit tel quel dans son couplet montre bien l'importance qu'il y accorde, évidemment. Alors, cette phrase, c'est en fait la devise de la ville de Paris. Sur le blason de la ville de Paris, il y a un bateau. Tiens, comme par hasard. Ce n'est évidemment pas du hasard. La métaphore du bateau revient de temps en temps tout au long de la chanson. Fluctuat, il bouge, il fluctue, il tangue, on pourrait dire pour un bateau. Il y a le verbe fluctuer qui vient de là en français. Nec mergitur, nec c'est la négation, mais il n'est pas submergé. Mergitur, c'est du passif. Ris tour, troisième personne du singulier au passif. Et donc, la devise de Paris, c'est « il tangue, mais n'est pas submergé ». On voit tout de suite le lien avec l'amitié de Brassens. On peut avoir en amitié, comme dans la vie, on peut avoir des coups de mou, des coups de barre,
des coups de tangage, mais le but, c'est de ne pas se laisser submerger. Dans le premier couplet, avec Brassens, on était à Sète, sa ville natale. Dans le deuxième couplet, on est à Paris. Comme s'il avait pris le bateau pour aller de l'un à l'autre. Le bateau de ses amitiés s'est déplacé. Il y en a qui sont restés, il y en a qui sont partis. Mais le bateau de l'amitié, lui, est toujours là. Le troisième couplet, lui, au point de vue culturel, est vraiment hyper riche, hyper fort, rempli d'allusions. Le bateau de ses amitiés, ce n'était pas des amis de luxe. Ils ne naviguaient pas dans le luxe. C'était pas non plus des Castor et Pollux. Castor et Pollux, c'est qui dans la mythologie? Eh bien, ce sont les fils de Zeus, les fils du roi des dieux. Il dit, nous, on n'était pas ça, on était beaucoup plus simple. Alors, Castor et Pollux, c'étaient les fils de Zeus. Zeus, qui dans la mythologie s'était changé en cygne pour s'unir à Léda. Léda, si vous avez un petit peu quelques références mythologiques, c'était la mère de Clytemnestre. Clytemnestre, on en parle beaucoup dans toutes les sagas mythologiques de la Grèce antique. Eh bien, Castor et Pollux, eux, ce sont les fils de Zeus, et Zeus leur a donné un privilège extraordinaire, qui est, à la fin de leur vie, de les avoir changés, de les avoir métamorphosés en étoiles. Et comme dans la mythologie, c'était deux jumeaux, Castor et Pollux, et qu'ils ne savaient pas se séparer, qu'ils devaient tout faire ensemble dans la vie, eh bien Zeus les a élevés au rang d'étoiles dans le ciel, et c'est eux qui sont à l'origine de la constellation des Gémeaux. Parce que jumeaux, en latin, ça se dit Gemini. Les jumeaux, Gemini, eh bien, c'est ça qui a donné la constellation des Gémeaux. Et c'est pour ça qu'on dit la constellation des Gémeaux et pas la constellation des jumeaux. Parce qu'on dit Gemini et pas Yumini. Une autre allusion intéressante dans ce couplet-ci, c'est Sodome et Gomorrhe. Alors Sodome et Gomorrhe, là on change un petit peu de rayon, on est toujours dans l'Antiquité, mais plus dans l'Antiquité gréco-romaine, on est dans l'Antiquité biblique, dans l'Antiquité judéo-chrétienne. Sodome et Gomorrhe, ce sont deux villes qui sont évoquées dans l'Ancien Testament et qui ont été détruites par le feu, par Dieu, comme on le raconte dans l'Ancien Testament, à cause de leur gigantesque niveau de dépravation. C'était des villes dans lesquelles les gens étaient tellement dépravés, tellement, faisaient des choses tellement honteuses que Dieu les a punis. Pour la petite histoire, la ville de Sodome, c'est ça qui a donné en français la sodomie, qui est une pratique sexuelle pas très enviable. Mais du coup, ça permet à Brassens de dire, oui, mais nous, dans notre amitié, on n'était pas à ce niveau de dépravation-là. On était simplement des amis. Et on ne recherchait pas, on ne faisait pas n'importe quoi. On voulait simplement passer du bon temps ensemble. Une troisième allusion de ce chapitre-là, c'est Montaigne et la Boétie. Alors Montaigne, c'est un des grands philosophes de la littérature française. Et Montaigne et la Boétie étaient deux personnes qui étaient très unies, mais deux hommes d'une rare capacité intellectuelle. Et alors, il y a une phrase qu'on retient en général très fort avec Montaigne et la Boétie. Et Montaigne aurait dit parce que c'est lui, parce que c'est moi. Pourquoi est-ce qu'on s'entend aussi bien? Eh bien, parce que c'est lui et parce que c'est moi. On se comprend tellement bien que, en fait, c'est une réelle fusion des âmes. C'est une réelle amitié intellectuelle. Alors Brassens dit,
Ben en fait, nous, c'était pas à ce niveau-là. Nous, on n'était pas des grands intellos. Nous, c'est simplement parce qu'on s'aimait bien et qu'on s'appréciait et qu'on aimait bien passer du temps ensemble. On n'est ni les fils d'un roi, on n'est pas non plus des gens dépravés et on n'est pas non plus des sommités intellectuelles. Rétrospectivement, on voit l'humilité de Brassens avec ça. Parce que culturellement et musicalement, Brassens est en fait réellement une humilité. Comment dire, pas une humilité, est réellement quelqu'un d'énorme. Et c'est son humilité qui lui fait dire ça. Mais c'est en fait réellement quelqu'un de géant dans la littérature et dans la musique. Le quatrième couplet de cette belle chanson Les copains d'abord est consacré au thème religieux. On parle d'évangile, on parle du credo. Credo, c'est un mot latin qui veut dire je crois. On parle du confiteor. Le confiteor, c'est une prière qu'on dit au début de la messe. Et confiteor, ça veut dire je confesse. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, etc. On parle des litanies. Les litanies, c'est quoi? C'est une prière dans laquelle on parle aux saints, la litanie des saints. Et on dit Saint un tel, Saint Pierre, Saint machin, Saint ceci, priez pour nous. Saint Jean, priez pour nous. Saint Michel, priez pour nous, etc. C'est une litanie qu'on débobine. Et donc, toutes ces prières-là, Brassens les évoque pour dire, en fait, mais l'évangile, il ne l'avait pas lu. Dans nous, les copains, tout ce qui est religieux, on n'en a pas particulièrement besoin. Mais en fait, on le vit. On ne l'a pas lu, mais on s'aime quand même. L'évangile, dans lequel on dit Dieu est amour, eh bien, en fait, ils n'ont pas lu l'évangile, mes copains et moi. On n'a pas lu l'évangile, mais on s'aime quand même. On vit le message de l'évangile, même si finalement on ne le connaît pas. Et c'est ça qui compte. Alors, les personnages qui sont évoqués là, Jean, Pierre, Paul et compagnie, ça peut faire penser, très beau clin d'œil de Brassens, ça peut faire penser à la fois à des amis, il avait des amis qui avaient ces prénoms-là, hein, c'était des prénoms assez classiques, ou bien ça peut faire penser aux évangélistes, l'évangéliste Jean, Pierre qui est un apôtre, Paul qui a écrit pas mal de choses, pas dans les évangiles, mais par après dans toutes les lettres qu'il a écrites. Et donc voilà, Brassens se sert de ce thème-là, qui date évidemment de l'Antiquité aussi, bien entendu, hein, puisque les débuts du christianisme sont nés dans l'Antiquité. Brassens se sert de ce thème religieux pour de nouveau parler de la manière dont il vit avec ses amis. Le couplet numéro 5 renoue avec une image purement navale, quand il dit au moindre coup de Trafalgar. Alors c'est une expression qui est restée pour évoquer la défaite de Napoléon en 1805 devant les Anglais. Et Trafalgar, c'est un endroit qui se situe aussi dans le sud de l'Espagne, du côté du détroit de Gibraltar, à l'ouest, si ma mémoire est bonne, du détroit de Gibraltar, que les anciens d'ailleurs dans l'Antiquité appelaient les colonnes d'Hercule. Donc Gibraltar, ça a pris un autre nom par après. Mais voilà. Et donc, un coup de Trafalgar, c'est vraiment un coup du sort qui s'acharne sur nous. Et donc, voilà, cette allusion, encore une fois, éminemment culturelle, parce qu'il faut évidemment connaître cet épisode de la vie de Napoléon pour pouvoir y faire référence, bien entendu. Le couplet numéro 6, lui, est un peu moins rempli de références tous azimuts de manière culturelle. Il commence par une expression qui signifie manquer un rendez-vous. Poser un lapin à quelqu'un, ça veut dire ne pas aller au rendez-vous qu'on avait fixé. Et Brassens dit, au rendez-vous des bons copains, il n'y a pas de lapin. Non, on est sûr que tout le monde sera là.
Belle expression française, il faut la comprendre évidemment. Vous voyez la richesse de vocabulaire qu'il y a là derrière, c'est vraiment savoureux. Et donc du coup, ça lui permet quelques lignes plus bas de dire au quatrième vers, quand il reprend en général la fin du vers précédent avec chaque fois une rime en or, quand il dit au couplet précédent, leur montrait le nord, leur montrait le nord. Ou bien quand il dit au couplet d'avant, toute voile dehors, ben, hop, toute voile dehors. Il reprend chaque fois ça au quatrième vers. Eh bien, le couplet numéro 6 est le seul où il ne fait pas ça. Il dit, quand l'un d'entre eux manquait à bord, eh bien, il aurait, dans la logique des choses, s'il avait fait dans les couplets précédents, repris manquait à bord. L'un d'entre eux manquait à bord. Eh bien non, c'est qu'il était mort. Il assène avec un grand coup, à la fois dans les mots, parce que c'est qu'il était mort, voilà, c'est sûr, si on ne vient pas au rendez-vous, c'est qu'on est mort. C'est vraiment la seule raison qui fait qu'on puisse ne pas être là au rendez-vous. Et en même temps, dans la manière qu'il a de versifier sa chanson. Au lieu de reprendre comme il le fait dans tous les couplets, il change les rimes. Enfin non, il ne change pas la rime, il change la reprise. La rime est la même, c'est toujours une rime en or, mais il change la reprise. Et c'est le seul endroit où il le fait. Beau clin d'œil pour vraiment appuyer le fait que c'est la seule raison qui peut faire qu'on ne soit pas là au rendez-vous. Dernier couplet. Le dernier couplet, lui, est un rappel du premier en réalité. Parce que dans le premier couplet, il parle de la mare des canards. Et dans le dernier couplet, c'est la même chose. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards. C'est exactement ce qu'il disait dans le premier couplet. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards. Ça se trouve exactement au même endroit, dans les mêmes vers. C'est un rappel vraiment du premier. Comme quoi l'histoire est clôturée, le cycle arrive à son terme. Et là où il disait dans le premier couplet, au fond des ports, il l'a repris d'ailleurs deux fois, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Eh bien, dans le dernier couplet, c'est n'a jamais viré de bord. N'a jamais viré de bord. On arrive au bout du cycle et là, quand on est au bout du chemin, on peut vraiment se rendre compte que, ben oui, on n'a pas viré de bord. On a continué, on a gardé le cap, malgré tous les problèmes qu'il y avait. Très très beau message d'espérance pour toutes les amitiés, tous les copains du monde qui veulent vraiment garder le cap dans leur amitié. Je m'en voudrais de ne pas terminer avec un coup du sort qui me paraît extraordinaire et qui me paraît un très très beau clin d'œil à Georges Brassens, à Tonton Georges comme on le surnomme souvent. Dans l'avant-dernier couplet, il dit 100 ans après qu'aucun ne sort, il manquait encore. 100 ans après qu'aucun ne sort, il manquait encore. Et c'est exactement la raison pour laquelle 100 ans après sa naissance, il nous manque encore. Et je pense que 100 ans après sa mort, dans 60 ans, il nous manquera toujours. Et il figurera vraiment au hit parade, au Panthéon, pour reprendre une image antique et terminer là-dessus, des plus grands poètes et des plus grands chansonniers et des plus grands chanteurs de langue française. Merci tonton Georges, merci Brassens, merci pour tout et bonne vie à tes chansons pour tous ceux qui voudront les découvrir.